Alors bienvenue sur cette vidéo annexe bonus, ça dépend comment on l'entend, et surtout qui va la regarder. Je vais traiter de plusieurs points un petit peu, pas forcément dans l'ordre, mais qui j'espère vont éclairer un peu plus ceux qui veulent poursuivre ce projet. Alors tout d'abord, nous avons découvert que lors des coupes des arbres dans l'Antiquité, en fait la structure des arbres était un peu différente de la nôtre aujourd'hui, et que le bois fendait moins et qu'il était plus compact à cœur. Et généralement, quand ils coupaient les arbres, dans l'Antiquité, au moins au temps des Romains, généralement, ils récupéraient toute l'intégralité du tronc et le faisaient sécher, donc le coupaient en deux parce que c'était un petit peu grand quand même, et le faisaient sécher, alors non pas à plat comme aujourd'hui on peut le faire dans des étuves, mais ils les mettaient sous forme de fagots assemblés et avec des feux qui les entouraient. Généralement, ils s'arrangeaient pour les couper à un moment très particulier de l'année, en fonction des lunes, et ça se jouait d'après ce qu'on a pu trouver et demander aux anciens à 30 minutes, 1 heure près pour la coupe, histoire que la sève soit descendue le plus possible. Donc une fois que le tronc était coupé, il le faisait sécher en fagot avec des feux autour qui permettaient effectivement une meilleure circulation de la fumée, et ça a séché encore plus rapidement le tronc, ce qui fait que c'était assez utile rapidement. Pourquoi les coupait-il comme cela? Parce qu'en fait, les machines de guerre étaient construites sur site. C'est-à-dire quand les armées romaines se déplaçaient, ils ne transportaient pas de structure en bois, sauf celle du ressort de tension, on la verra plus tard, mais généralement ils coupaient sur place et assemblaient sur place. Alors ils étaient très précis, c'est un petit peu comme les artisans, les très bons artisans qu'on a aujourd'hui, ils sont précis et rapides. C'est-à-dire que nous avons œuvré avec des machines, tandis qu'à l'époque, ils œuvraient avec des ciseaux à bois, enfin du style manuel, mais les écarts de coupe étaient inexistants en fait. Et grosso modo, on peut jouer sur du demi-mm d'assemblage avec tenon mortaise, et la structure tenait très bien. De même, il faut savoir aussi que après expérimentation, on s'est rendu compte justement que ces machines assemblées sur site étaient extrêmement précises. Parce que le polybolos, qui est une grosse mitrailleuse, qui n'était pas censée être extrêmement précise comme peuvent l'être d'autres balistes ou scorpions, finalement arrive à tirer dans 30 cm de diamètre, dans une grosse assiette, à 30 mètres. Et encore, nous avions des problèmes de stabilité, parce qu'il a fallu justement mettre des étais de côté. Je pense qu'avec plus de temps et plus de travail, nous aurions pu avoir une machine qui ne bougeait pas. Mais bon, ça, nous vous suggérons de le faire vous-même pour la suite. Ensuite, les artisans qui travaillaient dans l'Antiquité sur ce type de machine étaient exemptés de corvée, parce que c'était des artisans qui étaient extrêmement expérimentés, et comme ils avaient des machines, on va dire, très compliquées à mettre en œuvre, c'était quand même pas des légionnaires lambda qui travaillaient, mais des artisans remarquablement adroits de leurs mains. Les structures de tension, à propos de ça, puisque c'était quelque chose qui était quand même extrêmement méticuleux à mettre en place, étaient conservées dans des coffres forts ou dans la tente des décurions, voire centurions, parce que c'était extrêmement précieux au niveau du métal, mais au niveau surtout du temps de travail qu'il a fallu mettre en œuvre. Les nerfs d'animaux, les tendons d'animaux, pardon, ou les cheveux de femmes qui étaient mêlés étaient tendus grâce à des machines, un peu comme des machines pour les raquettes de tennis, mais en l'occurrence là, plus pour tendre les cordes à une certaine tension, ce qu'on n'a pas pu faire par manque de temps, parce qu'il y a eu des expérimentations qui ont été menées là-dessus, et après, justement, les structures de tension étaient conservées bien à l'abri. Le reste était abandonné sur site, brûlé sur site en attendant la prochaine bataille. Ensuite, ce qu'il faut savoir en dernier, je pense, c'est sur cette machine-là en tout cas, c'est que nous avons choisi d'utiliser un système d'entraînement à cordes, comme je l'ai spécifié dans les vidéos précédentes. Donc nous avons trace d'un entraînement à chaîne, mais nous avons plus choisi d'utiliser la corde, parce que c'était un matériau simple, certes qui pouvait avoir du jeu avec l'humidité, mais qui se retendait facilement, puisque nous avons fait des nœuds pour régler les choses. Le problème avec ces machines à entraînement à chaîne, c'est que nous n'avons pas retrouvé de chaîne en métal au moins. On se dit bien que ça a pu être fondu, que ça peut être employé, mais c'est vrai que c'était quelque chose de très atypique, surtout
sur un problème particulier, c'est que le métal mange le bois. Vous me direz, on peut très bien refaire les structures bois, c'est évident, mais on arrive à un certain jeu qu'on n'a pas avec l'utilisation d'une corde. Si jamais on utilise une chaîne en bois, comme a pu faire Monsieur Kotsanas, l'avantage c'est qu'effectivement ça fonctionne bien, ça entraîne bien avec un rotor en hexagone, je pense. Après plusieurs tests, on été basés sur l'hexagone. Mais le problème du bois, c'est qu'il faut le rifter, et il faut le rifter au moins avec des goupilles, et ça casse. Et pour refaire des petits caplas en bois, si jamais la chaîne casse, je pense pas que des militaires aient du temps à perdre sur des choses pareilles. Donc il leur faut quand même une machine efficace. Il est possible qu'il ait effectivement existé une machine en traînement à chaîne, mais la complexité de la chose me fait penser qu'il y a peut-être dû en avoir un ou deux prototypes. Le nombre de machines qui a été fait sur les polybolos, grosso modo entre 200 et 300, ça devait être fait avec de la corde parce que c'était plus simple. De même, les butées que nous avons réalisées en métal, nous les avons choisies petites parce que nous pensions que c'était quelque chose de très méticuleux, de très horlogé dans la structure, et en fait je pense qu'il faut utiliser là aussi quelque chose de gros, du métal un peu grossier, pour que à chaque fois que nous ramenions la culasse, en fait nous avions un décalage, donc pour que justement on évite ce décalage avec le temps. Je pense aussi que les structures que nous avons réalisées sur le polybolos sont assez justes dans l'idée, parce que nous l'avons vu en pratique et nous sommes basés aussi sur un fonctionnement militaire, qu'est-ce qui était simple, efficace, ne cassait pas surtout, et était, on va dire malheureusement, meurtrier à distance. Et bien justement, ce qu'on a pu créer là, justement d'après les structures que nous avons pu trouver et les recherches que nous avons pu mener, nous semble être une expérimentation assez réaliste. Dernier point concernant la corde qui servait à être récupérée par la griffe de tension, je vous ai signifié dans la vidéo précédente, donc la dernière, c'est-à-dire la fin du polybolos, qu'elle était sciée par la griffe d'accroche. Et en fait, cette corde a été sciée tout simplement pour deux raisons. La première, c'est que nous avions fait une encoche dans la culasse mobile pour pouvoir insérer cette griffe, et que les dents de la griffe se fichaient à l'intérieur de cette entaille. Donc en fait, ce qu'il aurait fallu, c'est utiliser une griffe qui tombe à plat sur le bois. Comme ça, nous étions sûrs qu'en fait, elle ne coupe pas à terme la corde. Et il aurait fallu aussi effectivement faire la griffe plus grosse et adoucir les bords. Mais comme nous avions malheureusement une structure fixe de structure hélicoïdale, nous ne pouvions que travailler à la lime toute petite pour rectifier, et c'est pour ça qu'il faut, à mon avis, faire une structure démontable, ce qui devait d'ailleurs être le cas à l'époque. Et donc cette corde de tension, enfin cette corde pour attraper les flèches et les lancer, nous l'avions à peu près à 3-4 mm. Je pense qu'on peut tabler sur du 5-6 mm, quelque chose qui soit plus gros. Comme ça, si jamais le bois joue avec la chaleur, on est sûr de pouvoir récupérer les flèches à la sortie du chargeur. Donc j'espère que ces petits commentaires, ces petites annexes vous serviront, pour ceux en tout cas qui voudront poursuivre, et pour les autres on ne sait jamais, ça peut toujours servir là aussi. Et je vous souhaite une bonne continuation et à bientôt.